messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons du livre. Alors, on va dire c'est la première émission de l'année, hein, on est en 2023. Et une émission assez spéciale parce qu'on l'a fait depuis Montréal. Alors, je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent partager leurs œuvres avec nous. Mesdames et messieurs, c'est afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Alors, notre invitée du jour, elle vous dira son nom, mais moi je parle du livre. Sur le livre, c'est marqué Camon. Camon et Prani. Nous allons donc parler de ce livre, Les aventures de Gluskab. Voilà. Et puis, découvrons l'invité du jour. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bon matin. Bonjour. Bon matin au Québec. Merci. C'est drôle que vous soyez à Montréal pour faire une entrevue avec une Québécoise qui est maintenant en Thaïlande. Exact. Alors, voilà. Je vous laisse donc vous présenter aux auditeurs, leur dire qui a écrit cette belle légende. Et puis que nous on se retrouve à Montréal sans vous. Je vous laisse vous présenter aux auditeurs. Ok, merci beaucoup Judith. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour avoir pensé de m'inviter sur votre émission. J'ai regardé plusieurs de vos vidéos sur YouTube et c'est vrai que ça encourage beaucoup la lecture de voir un auteur comme ça qui peut présenter ses œuvres et avoir la chance de le faire. Et en plus, être la première de l'année 2023, waouh, c'est super, c'est super. En gros, merci. Avant de commencer, mon nom est Diane Terrien. Étant donné que Diane Terrien, ça faisait long à dire, c'était pas un nom de plume qui était vraiment facile à retenir. Alors, j'ai pris le nom de plume Camon, K-A-M-O-N, qui veut dire en thaïlandais le cœur et l'esprit. Alors, ça fait 30 ans que je suis en Thaïlande. Je suis née au Québec. Je suis née à Nicolette. Et je tiens à préciser, parce que maintenant je fais des légendes autochtones, que du côté de ma grand-mère maternelle était abénaquise de la réserve d'Odanak. Et quand j'étais petite, mon père, jusqu'à temps que mon père ait 60 quelques années, on n'était pas fiers de nos racines. Surtout mon père, il détestait ça parce que quand il était jeune à l'école, à Nicolette, il se faisait appeler Terrien les sauvages. Alors bon, il a fini l'école en 4e année élémentaire. Ce qui ne l'a pas empêché de devenir un entrepreneur en construction après ses 45 ans, qui avait un bon succès, là, il a bien travaillé, il était créatif, mais c'est pas une vie facile. On parle des Autochtones, on en parle beaucoup maintenant. Et mon père, comme plusieurs Autochtones, était un alcoolique. C'est sûr, il faut se remettre, Et ça, j'ai trouvé ça en 2016. Moi, je suis partie du Québec en 1990 pour m'en aller en Asie. Depuis de très jeune âge, j'avais un attrait vers l'Asie et je voulais aller demeurer là. Alors, je me suis dépêchée, j'ai fait mes cours, j'ai fait mon baccalauréat en éducation et je suis partie à l'âge de 35 ans pour venir m'installer ici en Asie. Maintenant, pourquoi je ne suis pas restée au Québec? Je ne sais pas comment ça l'aurait tourné, peut-être pas, mais j'avais une mauvaise vie. C'est pas que j'aime pas le Québec, remarquez, j'adore le Québec, j'adore le Canada, c'est pas ça. C'est que je réussissais pas à me trouver moi-même. Fallait vraiment que je me déracine pour aller me retrouver ailleurs. Et surtout, je voulais pas devenir comme plusieurs Autochtones. On voit maintenant, si vous allez dans des villages autochtones, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Ça vient d'où, ça? On sait d'où ça vient, mais franchement, le fond de ça, c'est que j'ai trouvé ça en 2016. Alors, j'ai passé la plupart de ma vie à enseigner dans des écoles, et jusqu'en 2014. Mais à partir de 2009, je me suis mise à écrire des livres et à dessiner des livres pour enfants. J'ai pas commencé par des légendes autochtones, j'ai surtout autour du thème
la présence d'esprit, des choses que j'ai appris en Asie et que j'ai appris par des cours en ligne. Et c'est avec ça que je faisais mes livres. Mais en 2015, quand mon père est décédé, ça a fait comme un flash. Je retournais souvent au village de ma grand-mère, le village de Danak, mais sans savoir pourquoi. Et après que mon père fut décédé, je suis retournée en 2016 et j'ai un cousin qui est le directeur de la bande des Abénakis. Et je lui ai demandé, je voudrais écrire des légendes, mais je sais pas par où commencer. Et il m'a mis en contact avec Nicole Obobsawin, qui est une muséologue, qui est une anthropologue, elle a promu les cultures amérindiennes toute sa vie. Elle y a dévoué sa vie. Et c'est elle qui m'a dit, bien, si vraiment tu veux faire ça, commence par Glouscabé. Glouscabé, j'avais pas d'idée qui était Glouscabé. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai fait beaucoup de recherches. Et j'en fais toujours beaucoup. J'essaie d'apprendre la langue un peu, mais c'est une langue qui est extrêmement compliquée, l'Abénaki. Mais j'essaie d'apprendre la langue. Et comme peut-être vous avez vu dans le livre, dans chaque livre, ça c'est le volume numéro 8 que vous avez, Tolba. Dans chaque livre, je pense au moins 4 ou 5 mots abénaki et vous avez le lexique à la fin. Et je mets un petit dessin, je mets un icône. Alors comme ça, les gens peuvent se repérer quand on voit Tolba, qui est le mot tortue. C'est ça. Alors Tolba en abénaki, ça veut dire la tortue en français. Et c'est le volume numéro 8. Alors j'ai commencé au début. Glouscabé, c'est un héros, oui, c'est le héros des Abénakis. C'est ça. Du coup, alors là, c'est donc Glouscabé et la tortue. Si vous pouvez nous faire le résumé de qu'est-ce qui se passe, parlez-nous de Glouscabé et la tortue. Glouscabé, il s'est vitement, là, parce que le temps est limité, il s'est créé avec les restants de la poussière de la création. Alors, quand les créateurs ont créé le monde, ils avaient de la poussière magique de la création sur leurs mains. Quand ils ont terminé, ils ont fait ça comme ça. La poussière est tombée, mais ça, si vous commencez au volume numéro 1, vous avez tout le début, c'est bien expliqué. Et il s'est créé lui-même. Mais comme il s'est créé lui-même, il était adulte. Il a sauté l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte. Alors, dès le premier livre, il a fait une grosse gaffe. Parce qu'il avait des pouvoirs magiques. Et les créateurs lui ont dit, oh, je dirais pas la gaffe, parce que je vous laisse le découvrir. Mais ils lui ont dit, non, on va t'ôter tu ne pourras pas créer, mais tu auras des pouvoirs magiques que tu pourras utiliser seulement lorsque tu voudras aider ton peuple, les Abénakis. Alors, il était limité, mais il avait des pouvoirs magiques. Et dans cette histoire-là, avant peut-être qu'on fasse un résumé de ce qu'est le livre, il faudrait dire, bon, Tolba, ça veut dire tortue. Dans l'extrait que je vais vous lire tantôt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une histoire. C'est sûr, les histoires de Glouscabé, c'est vieux. Ça a peut-être 8000 ans, 10 000 ans. C'était raconté de bouche à oreille. Et il y a des gens qui les ont mis par écrit. Il y a des auteurs qui les ont mis par écrit, mais pour une légende, on avait peut-être 3 pages, 4 pages. C'est suffisant avec un dessin. Alors moi, je les ai repris et je les ai refaits pour des enfants. Maintenant, est-ce que c'est pour des enfants de 2 ans? Je ne crois pas. Ce serait plutôt pour des enfants, je dirais, entre 9 et 12 ans. C'est sûr qu'un enfant de 6 ans, si les parents lui lisent l'histoire, c'est des histoires quand même qui ont entre 1000 et 1400 mots, un enfant de 8 ans, c'est long, là. Mais pour les enfants de 9, 10, 11, 12 ans, je crois que ça va. Même les adultes vont apprécier parce que j'ai pris ces vieilles légendes-là, mais j'ai gardé la même idée, le même début, la même fin, la même chose qui se passe dans la légende originale, mais j'ai aussi poussé le côté présence d'esprit, le côté compassion, les choses qu'on voit dans les années où on vit présentement. Une des légendes, entre autres, qui est le voleur d'eau. On en a des voleurs d'eau sur la planète. On en a. Tout à fait. Alors, la légende, elle fait bien, et elle fait des liens assez visibles. Quand tu es un adulte et tu lis la légende, tu dis, oui,
oui, on fait des liens. Alors, tous les monstres ou les défis que Glouscabé a à relever sont des... Je l'ai arrangé pour que les enfants d'aujourd'hui ou les gens qui vont lire ça, ça soit pas trop détaché, ça soit pas trop loin, qu'ils puissent faire des liens. Voilà. Alors, c'est comme ça que je l'ai fait. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais lire un extrait de Tolba. Oui, je vous laisse. Oui. OK? Alors, Tolba, c'est la tortue, avant que je fasse la lecture, qui voulait donc avoir, elle voulait avoir un éventail fait avec des plumes de la queue de l'aigle, qui sont blanches avec le bout brun foncé. Alors, c'était fait. L'aigle, c'était vénéré par les Indiens. C'était l'oiseau, le maître du ciel. Alors, elle voulait ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va le faire? C'est Glouscabé qui est en train de manger un gros poisson qu'il a pêché. Il invite Tolba et lui dit il y en a beaucoup trop du poisson, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Alors, viens m'aider à le manger. Et quand ils ont fini le festin de poisson, il en reste encore beaucoup, ben il dit appelle tes amis. Mais la tortue, elle réfléchit et elle dit mais oui, je veux bien donner du poisson aux autres, moi, mais il faut que j'ai quelque chose en retour. Et elle va inviter les oiseaux et l'aigle aussi. Et pendant que les oiseaux vont avoir la tête dans la carcasse du poisson, elle va délicatement, par derrière, couper les plumes de l'aigle et partir avec. Oui, c'est ça. Et voilà. Voilà. Et là, elle sait, il n'est pas fou, la tortue. Elle sait que quand l'aigle va s'apercevoir du tour qu'elle vient de lui jouer, ça va chauffer. Oui. Alors, si on commence, vous montrez peut-être la photo de la page 24, et moi, je vais lire la page 23. On y va? Alors, on y va. Eh oui, c'est ça. Là. C'est parti. Alors, Tolba avait marché au plus vite de sa lenteur légendaire jusqu'au wigwam de Glouscabé, avec un splendide éventail de plumes autour du cou. Tolba savait bien que l'aigle majestueux s'apercevrait de son méchant coup et qu'il crierait vengeance. Alors il fallait trouver un protecteur. Glouscabé, mon neveu, tu dois me sauver. Les oiseaux sont en colère contre moi, ils vont me punir. Oncle Tolba, reprit Glouscabé, que fais-tu avec les plumes? Je dirais les plumes de l'aigle, mais l'aigle en Abénaquis se dit Mgezo. Mgezo. Que fais-tu avec les plumes de Mgezo autour du cou? Tu as pris les plumes de la queue de Mgezo pour te faire un éventail? Tu es ma boule ou quoi? Je ne peux pas t'aider. Ce que tu fais là est malhonnête. Tu mérites d'être puni pour ça. Ça ne me dérangerait pas d'être puni, Glouscabé. Mais ils veulent me tuer. S'il te plaît, Glouscabé, par pitié, aide-moi. Glouscabé n'était pas d'accord avec le geste déshonorant que Tolba avait posé. Mais la seule pensée que Tolba pourrait mourir pour avoir coupé des plumes lui semblait quand même extrême. Il décida d'aider le pauvre Tolba. Le payeur, on change l'image et on s'en va. C'est là. On s'en va à l'image. Oui, et voilà. Super. Voilà. Le meilleur endroit où les oiseaux ne chercheront pas est au fait d'un arbre. Je vais faire un nid avec des brindilles et tout ce que tu auras à faire est de rester tranquillement dans le nid jusqu'à ce que les oiseaux qui te poursuivent abandonnent cette fameuse poursuite. Glouscabé fabriqua un nid assez grand pour Tolba. Il grimpa dans l'arbre le plus haut des alentours, fixa fermement le nid sur une fourche et y installa Tolba. Voilà. Rappelle-toi, reste bien tranquille dans ta carapace et attends, je reviendrai te chercher une fois le danger passé. Super. Voilà. Oui? Il est bien là-haut. Oui, Merci. et voilà. Et là, c'est super. Merci pour cette belle lecture parce que maintenant, on va laisser aux auditeurs découvrir ce qui va se passer.
Eh oui, C'est on ne peut ça. pas vendre la peau. Ah non, Faut pas vendre la mèche, là. Faut tout pas à vendre la fait. mèche. Là, je crois que Non. vous avez donné un super avant-goût, savoir ce qui va arriver. Oui. Il est à l'abri sur l'arbre. Et puis, mesdames et messieurs, c'est à vous de découvrir la suite de la légende et savoir ce qui arrive à Tolba. S'il arrive à s'en sortir après avoir enlevé les plumes de Ngezo. De Muguezo. Oui. Mes livres, parce qu'on est dedans, là, je les écris dans les deux langues. C'est-à-dire, je les écris en français et je les écris en anglais. Ce ne sont pas des traductions. Parce que j'ai enseigné l'anglais et j'ai enseigné le français. Alors, je fais dans les deux langues. Et je les dessine moi-même. Je fais les dessins sur tablette, pas de papier. Et, oui, et je mets les points de couleur que je veux. Et mon ami, Prani, qu'on voit sur la page couverture, me donne un coup de main pour remplir les couleurs et faire la base, tout. Et après, moi, je reprends encore une fois les images et je mets les points de lumière ou des points d'ombre. Et je continue comme ça. Je fais alors, j'écris les livres en anglais et en français, je les dessine et je les publie moi-même. Et bien sûr, oui, à moins qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit un jour, toi, ce sera un succès posthume. Enfin, j'espère que non. Mais non, ça va bien. Ça va bien. Quelquefois, tu vois, quand on écrit des livres, ils sont peut-être un petit peu en avant sur le temps, le timing, le temps qu'on a pour faire un livre. Comme en 2009, j'avais fait un livre, une série Playtoon, qui était des fourmis, et elles jouaient sur YouTube. Et elles prenaient des choses et mettaient des choses sans réfléchir sur YouTube. Mais moi, j'avais fait ça avant que ça sorte vraiment sur YouTube, qu'on voit le dommage que YouTube pouvait faire. Alors, bon, on attend toujours que ça aille bien. Mon but était d'arrêter de travailler dans les écoles, de donner des cours comme je fais maintenant, privés. Et je ne voulais pas demander de retraite au gouvernement du Canada. Ma retraite, c'était mes livres. C'était mes enfants. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Alors, je voulais me fonder moi-même. C'était la base. Maintenant, ça prend du temps, c'est long, parce que si on n'investit pas dans la publicité, bien sûr, ça prend du temps. Maintenant, si on revient au thème du livre que vous avez entre les mains, la morale de cette histoire, c'est des livres pour enfants quand même, il y a toujours des morales. Alors, dans ce livre-là, il y en a deux. Alors, la première, c'est que Tolba, il voulait quelque chose, comme on veut souvent dans la vie les choses. Et quand on veut la chose ou la personne, la chose, ou ce qu'on veut, si ça rend les autres malheureux autour, vaudrait mieux s'en abstenir. Et ça, c'est une autre des raisons pourquoi j'ai laissé l'enseignement peut-être dans les écoles. C'est montré, mais c'est pas montré, c'est pas amplifié. Écoutez, si je vous donne des cours de maths une fois par 15 jours, allez-vous être bon en maths? Non. Alors, si on donne des cours comme ça de présence d'esprit, de compassion et d'empathie, comme on disait quand j'étais jeune, peut-être ils disent plus ça au Québec, un cours ballon, c'est-à-dire une matière qui a pas vraiment, c'est pas vraiment important, là. Il n'y aura pas un examen du ministère là-dessus. Alors, c'est pris à la légère, c'est donné à la légère, c'est pris à la légère, mais regardez le monde dans lequel on vit, combien, et je vais chercher le truc je vais chercher la culture amérindienne, je vais chercher la culture autochtone, et je regarde les problèmes d'alcool, on revient là-dessus, qui sont avec les Autochtones. Et je reviens quand j'étais plus jeune et je me disais, bon, écoutez, si tu veux ruiner ta vie, ça va. Mais si tu as un époux ou une épouse et tu as des enfants, alors à ce moment-là, tu as fait un choix et il faut faire avec. Et ça, c'est pas assez montré, c'est pas assez insisté. On donne beaucoup de matière académique aux jeunes, mais la génération qui vient fait toujours les mêmes erreurs que la génération précédente. Alors, il faudrait peut-être sauter, comme on dit au Québec, sauter une coche. Il faudrait faire autrement. Alors, il faudrait peut-être
insister est mieux. Alors, la morale de ça, c'est que ça prendrait vraiment, il faudrait vraiment insister pour que la prochaine génération d'adultes ne rende pas les gens malheureux par égoïsme. On est pensé ça. On se dit qu'on est des gens évolués dans des sociétés évoluées. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de gens rendent les autres malheureux? Parce qu'ils font ce qu'ils veulent faire, mais ils ne sont pas tout seuls. Vous dites, si tu es tout seul dans la forêt, tu veux faire ce que tu veux, tu es en belle, là. Tu veux tirer en bas d'un arbre, c'est correct que tu es tout seul dans la forêt. Mais c'est rare les gens qui vivent en ermite. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, les gens agissent comme s'ils étaient tous des ermites en société. Ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qui les rend heureux, mais on ne pousse pas la clôture assez loin pour... moi, je me souviens quand j'étais jeune, peut-être ça vient de là aussi. Ma mère me disait, la liberté d'une personne finit, où est-ce que la liberté de l'autre personne commence? C'est ça, il y a un philosophe qui le dit, je ne sais même plus qui c'est. Est-ce Rousseau? Est-ce la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres? Et le respect, on n'a pas le respect vraiment des personnes avec lesquelles on vit soit en famille, soit en société. Peut-être parce que les gens sont stressés, ils ont une vie qui n'est pas facile. Alors, pour se faire plaisir, des fois, ils font des plaisirs aux autres. C'est bien. Il y aurait beaucoup à rechercher là-dessus. Et la morale, le numéro 2 de cette histoire, on ne vendra pas la mèche, mais c'est la rage. C'est la rage des oiseaux qui essaient de régler un problème. Ils essaient de régler un problème avec la rage. Et comme ils sont en groupe, plus on est en groupe, plus on est enragé. Plus on est enragé. Alors, je vous demande, moi, est-ce que la rage est bonne conductrice de voiture? Allez-vous prêter votre voiture à quelqu'un qui est enragé? Non. Alors, pourquoi est-ce que vous donnez votre esprit, votre cerveau à votre cœur enragé et vous le laissez agir? Alors, c'est ça. La légende est authentique. C'est la vraie légende de Tuscabé, mais elle a une petite touche de présence d'esprit des années que nous vivons présentement. Ah oui, super. Et quand je l'explique, ça peut avoir l'air sérieux, mais quand c'est dans le livre pour enfants, ce n'est pas aussi sérieux. Au contraire, c'est ludique, c'est wisdom, c'est de la sagesse passée à la petite cuillère, là. La cuillère à thé. Oui. Vous savez, moi qui suis adulte, vraiment j'ai apprécié. Je l'ai lu, mais j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que c'est pour les enfants de 8, 12 ans, 15 ans, et même les adultes. Et même les adultes. C'est vrai que c'est bien fait. Déjà, les illustrations, les dessins sont super bien faits. Et comme vous dites, c'est des légendes. On tire ces leçons de morale, ces prises de conscience. Vous avez justement parlé des 2 leçons. Il ne faut pas agir en groupe, parce que quand il y a le groupe, voilà. Des gens qui agissent en groupe, les conséquences sont souvent, voilà. Mais eux aussi, ne pas agir à chaud. Vous voyez, voilà. Moi j'ai retenu ça, c'est ça. C'est chaud. C'est chaud. Rouge. Et c'est ça, on le fait exact. pas. Mais c'est des leçons de vie, vraiment, qui sont... Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas... Parce qu'on peut les adapter au temps où on est présentement. Et je pense que les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de... les enfants, on a besoin de les grounder, on a besoin de mettre une encre dans leur cœur pour, justement, qu'ils... Parce que la chose la plus importante, c'est de savoir qu'est-ce que je suis en train de penser. Parce que de mes pensées viendront mes paroles, et de mes paroles viendront probablement mes actes. Alors, c'est la pensée. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Quand les gens regardent, les gens sont malheureux. Pourquoi ils sont malheureux? La plupart du temps, quand on est malheureux, c'est parce qu'on pense à quelque chose qui est déjà passé. C'est passé, c'est fini. C'est ça. Ou on est anxieux par rapport au futur. Mais le futur n'est pas là encore, alors ça ne donne rien. Il faut rester dans le moment présent. Et c'est ça, c'est la mindfulness, c'est la présence d'esprit, c'est l'état de conscience. Et c'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé travailler dans un groupe qui travaillait, qui peut-être ferait les bases pour ça, pour une nouvelle génération qui sera plus, qui réfléchit,
c'est pas qu'on réfléchit pas, c'est on est déphasé peut-être. La vie est difficile, c'est pas facile. Les gens sont stressés et il faut vraiment leur donner des outils pour être capable de penser à travers. C'est facile d'être calme si on reste en retraite dans un temple. Et il n'y en a pas de problème. Je l'ai fait, c'est très facile. Quand je suis sortie, j'ai resté seulement une semaine. Quand je suis sortie et j'ai conduit ma voiture pour retourner chez nous, j'ai dit, mon Dieu, s'il avait fallu que je reste un mois, je ne serais jamais sortie. Oui, parce qu'il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas rien. Il y avait que méditer et bon, respirer. Ça fait du bien, ça fait du bien, forcément. Oui. Mais dans le monde qu'on vit, c'est facile pour des gens qui sont en retraite, des ermites. Mais dans le monde stressant où on vit, c'est pas évident. Donc, vraiment, mesdames et messieurs, c'est un très bon livre. Vous avez entendu, c'est donc une série, c'est toute une série. Celui-ci est le 8e. C'est un très bon livre, comme elle l'explique si bien, parce que les explications sont tellement claires. C'est des légendes qui donnent des prises de conscience. Et c'est bien pour les enfants de commencer dès le bas âge, voilà, à leur donner cet état d'esprit. Hein? Vous parlez du calme, des prises de conscience, voilà. C'est bien de commencer dès le bas âge. Vraiment, je vous invite à découvrir, pas que celui-là, hein, toute la série, si vous voulez commencer par celui-là. Alors, je vais demander à Diane de vous dire où est-ce qu'on trouve, vous dites aux auditeurs, où est-ce qu'on trouve vos livres. Je crois que le plus facile étant, je l'ai fait aussi en format broché et en format digital. Je l'ai fait dans les deux formats, en anglais et en français. Le plus facile, c'est d'écrire Gluskabe Camon. Alors, avec ces deux mots-clés, vous allez arriver tout de suite sur soit Amazon.fr pour français ou Amazon.ca pour Canada ou Amazon.com pour les États-Unis. Et bon, ça fait le tour du monde sur le site Amazon. Je crois que c'est... Mais aussi, vous pouvez aller voir sur le site des écrivains jeunesse du Québec, où mes livres sont aussi sur le site. Oui. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous savez où trouver ce bijou. Pour les enfants, vraiment les parents, Noël est passé, mais Noël c'est tout le temps. Parce qu'un livre comme celui-là, c'est vraiment, il faut le lire tout le temps. Il faut le lire aux enfants, les offrir aux enfants. Je n'ai rien à rajouter parce que les explications de Diane sont tellement claires que ça donne forcément envie de découvrir ces livres, donc toute la série. Les illustrations, allez-y, on va vous en mettre certains, sont tellement bien faites et voilà. C'est vraiment un livre, c'est vibrant, c'est vivant, c'est vivifiant, ce genre de livre. Il faut vraiment le lire, mesdames et messieurs. Voilà. Diane, un grand merci à vous. Le temps est vite passé, hein, parce que c'était passionnant. C'est parce que c'était passionnant. Le temps est vite passé, mais franchement, c'est vraiment à lire. Tolba. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre émission. Je vous en prie. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir. Ce soir. Ce matin, voilà. Ok, passez voilà. un bon temps des fêtes. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs. Découvrez les aventures de Gluskabe. Voilà. Tolba. À très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir, vraiment avec plaisir que je fais la rencontre de Diane. Voilà, elle nous a donc expliqué ces belles légendes abénaquises. Abénaquise, donc elle a expliqué, elle est d'origine amérindienne. Et c'est très intéressant. Là, il s'agit de Gluskabe, ce personnage, et la tortue. La plupart de ces légendes, pas la plupart, mais comme elle le dit, toutes ces légendes sont réelles. C'est des légendes amérindiennes, abénaquises. Et à la fin, il y a toujours des leçons de morale. Donc, toutes ces légendes sont le plus souvent axées sur des prises de conscience. Voilà, des leçons de vie. Des leçons de vie. Vraiment, lisez-le. Commencez par celui-là. Donc, Gluskabe et la tortue, elle en a plusieurs. Le voleur d'eau, Gluskabe contre le vent, la corneille, une supplice géniale, la légende du sirop d'érable. Vraiment, c'est toute une série. Découvrez-le. Vous ne serez pas déçus. C'est pour les enfants, mais les adultes se régalent autant.
parce que j'ai pris plaisir à lire cette légende et j'en lirai beaucoup plus. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis depuis Montréal. Et puis, vous aimez Parlons de livres, n'hésitez pas, encouragez-nous, abonnez-vous, appuyez sur la touche subscribe, partagez, laissez des commentaires, voilà. C'est un plus. Nous remercions encore ceux qui jusqu'ici nous ont encouragés à faire grandir cette chaîne. Donc voilà, continuez. On a encore plein de livres à partager avec vous et c'est toujours un plaisir. Je vous remercie et on se dit à très bientôt.